Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la constitution du consulat et de l'Empire. Suite au coup d'État du 18 Brumaire, une nouvelle constitution est rédigée. Ainsi, le 22 Frimaire en 8, soit le 13 décembre 1799, le consulat est élaboré. Le régime politique est toujours la République, mais ses institutions vont changer. Contrairement aux précédentes constitutions qui furent élaborées par des assemblées constituantes, celle-ci est créée par Sieyès et Bonaparte avec leurs deux commissions. Le troisième consul, Roger Ducos, n'a pas eu un grand rôle dans cette élaboration, c'est ce qu'on appelait une utilité, c'est-à-dire entre nous une inutilité. Le suffrage redevient universel, alors que sous le Directoire celui-ci était censitaire, c'est-à-dire qu'il fallait payer un certain niveau d'impôt pour pouvoir voter. Évidemment, à l'époque, on parlait de suffrage universel, mais aujourd'hui, on parlerait plus de suffrage universel masculin. Donc tous les citoyens français d'au moins 21 ans et établis sur le territoire de la République depuis au moins 1 an peuvent voter. Le citoyen ne va pas voter directement pour ses députés. Le système est le suivant. Les citoyens d'une commune se rassemblent et élisent 10% des leurs. Puis ceux-ci élisent 10% des citoyens du département et enfin ceux-ci élisent 10% des leurs pour former la liste des représentants nationaux. Nous avons donc 3 listes, communales, départementales et nationales. Le plébiscite est quant à lui un pouvoir direct des citoyens sur la politique du pays. C'est l'idée que le peuple apporte sa confiance au gouvernement. Ainsi, comme l'a dit Sieyès, la confiance vient d'en bas et le pouvoir vient d'en haut. Le pouvoir législatif est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est constitué de 2 assemblées, le tribunat et le corps législatif. Le tribunat, lui, est constitué de 100 membres, renouvelés 1/5 tous les ans, et a pour rôle de proposer des lois. Le corps législatif est composé de 300 membres, renouvelés 1/5 tous les ans, et doit voter les lois du tribunat. Le Sénat, lui, n'a pas de rôle législatif, puisqu'il a pour fonction de choisir dans la liste nationale votée par les citoyens les membres du tribunat et du corps législatif, mais il a aussi un rôle de contrôler la constitutionnalité des lois. C'est en quelque sorte l'ancêtre de notre Conseil constitutionnel d'aujourd'hui. Le Sénat est composé de 80 membres, 60 désignés par le premier consul, et ceux-ci désigneront les 20 derniers. Parlons à présent du pouvoir exécutif. 3 consuls sont choisis pour remplacer les 5 directeurs. Contrairement au directoire, où les directeurs avaient plus ou moins les mêmes pouvoirs, sous le consulat, il y a une certaine hiérarchie. Le premier consul a pour rôle de promulguer les lois, donc de les rendre officielles. Il doit aussi nommer les ministres et les membres du Conseil d'État, et donc s'il peut les nommer, il peut aussi les révoquer. Il a aussi l'initiative de la loi, c'est-à-dire qu'avec son Conseil d'État, ils peuvent proposer des projets de loi au corps législatif. Le premier consul est aussi le chef des armées et de la politique extérieure de la France. Les 2 autres consuls n'ont qu'un rôle consultatif, c'est-à-dire uniquement un rôle de conseil. Le Conseil d'État est une assemblée de spécialistes chargée de conseiller le premier consul en discutant des projets de loi en sa présence. Sous le consulat, l'homme fort est incontestablement Napoléon, le premier consul. Comme aujourd'hui, le président est l'homme fort de la 5e République. Mais on le voit bien, Napoléon est limité et ne concentre pas tous les pouvoirs. Le corps législatif est là pour accepter ou non les lois du Conseil d'État et donc du premier consul, et le Sénat est là pour vérifier leur constitutionnalité. Donc si les lois du premier consul ou du tribunat sont conformes à la Constitution, et si ce n'est pas le cas, les lois peuvent être rejetées. Il serait intéressant de voir comment évoluent les pouvoirs de Napoléon dans le temps.
Tout d'abord, le garant de la Constitution, le Sénat, a le droit de la modifier pour l'adapter au changement de la société. Ainsi, vous savez, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur l'affaire du duc d'Enghien, le 2 août 1802, le Sénat proclame par Senatus Consults Napoléon consul à vie. Un Senatus Consults, c'est seulement un changement dans la Constitution. Napoléon n'est donc plus limité par un mandat de 10 ans et peut même choisir son successeur. Ce Senatus Consults prévoit aussi la réduction des membres du tribunat à 50 membres. Puis le 18 mai 1804, un deuxième Senatus Consults établit l'Empire. Vous avez remarqué que l'Empire est proclamé grâce à un changement dans la Constitution et non par l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Le Consulat et l'Empire ont donc la même Constitution. La Constitution dit que le gouvernement de la République est confié à un empereur dont sa succession est héréditaire. L'Empire est donc constitutionnellement l'enfant de la République. En devenant empereur, Napoléon voit ses pouvoirs s'élargir, ou plutôt voit ses contre-pouvoirs s'affaiblir. Le tribunat ne peut plus discuter des lois en assemblée et est divisé en plusieurs sections. Il sera même supprimé 3 ans plus tard, en 1807. Napoléon et son Conseil d'État ont alors seuls l'initiative de la loi. Mais le corps législatif est toujours là pour accepter ou alors refuser ces lois. D'ailleurs, celui-ci fera plusieurs fois obstacle à Napoléon et le Conseil d'État en fera de même. Napoléon devra alors changer et modifier ses projets de loi. À son retour de l'île d'Elbe en 1815, Napoléon a conscience que les mentalités ont changé. D'ailleurs, c'est le Sénat qui a proclamé sa déchéance quelques mois plus tôt. Napoléon décide alors de rajouter un acte additionnel aux constitutions de l'Empire le 22 avril 1815. Cet acte instaure un pouvoir législatif comme nous l'entendons aujourd'hui, constitué de 2 chambres. La Chambre des pairs dont les membres seront nommés par l'empereur et la Chambre des représentants dont les membres seront élus par le peuple. Ainsi, la Chambre des représentants pourrait être comparée à notre Assemblée nationale actuelle et la Chambre des pairs à notre Sénat. Répondons à présent à la question, le Consulat et l'Empire sont-ils des dictatures? Alors une dictature, c'est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce la totalité des pouvoirs. Alors quels sont ces pouvoirs? D'après la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, qui a inspiré les révolutionnaires français, il existe 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir de créer la loi, le pouvoir exécutif, le pouvoir d'exécuter la loi, et le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de contrôler l'application de la loi. Napoléon exerce alors, dès le début du consulat, le pouvoir exécutif, mais aussi une partie du pouvoir législatif, puisqu'avec son Conseil d'État, ils ont l'initiative de la loi et peuvent proposer des projets de loi au corps législatif. Ce pouvoir législatif reste tout de même partiel, puisqu'ils ont juste le droit de proposer des lois, et c'est le corps législatif qui décide de les accepter ou de les rejeter. Quant au pouvoir judiciaire, Napoléon n'a aucun pouvoir là-dessus, il a certes le droit de grâce, comme les rois d'Ancien Régime, mais encore des chefs d'État qui vont lui succéder. Pour conclure, le meilleur régime politique qui définit le consulat et l'empire n'est ni une dictature, ni une démocratie, mais plutôt un régime césariste, c'est-à-dire un régime alliant autoritarisme et démocratie. Si vous souhaitez que je développe davantage le régime césariste, vous pouvez me le dire en commentaire. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine.